TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Bonjour tout le monde. Cette semaine, 24 novembre 2021, la nouvelle mairesse de Gatineau, France Bellil, a décidé de faire sa première sortie publique dans l'est de Gatineau. Également, le Club Lion de Buckingham organisera son traditionnel déjeuner le 8 décembre prochain. Et les fouilles archéologiques à Buckingham pourraient avoir lieu dès cet été en 2022. Je discute de tous les détails avec l'archéologue André Melleux. D'abord, aux actualités cette semaine, Yannick Boursier, la nouvelle mairesse de Gatineau, France Bellil, a décidé de faire sa première sortie publique dans l'est de Gatineau. Pourquoi elle a décidé ça? Bien, elle était vendredi aux Flames de Gatineau pour faire la mise en jeu officielle. Elle a indiqué qu'elle voulait faire cette première sortie-là du côté de l'Est pour deux raisons. D'abord, parce que les gens du côté de l'Est ont voté en grande majorité pour elle. Elle voulait les remercier. Mais aussi, elle dit que pendant la campagne, elle s'est promenée beaucoup du côté de l'Est et elle a entendu beaucoup les gens dire qu'ils se sentaient un peu oubliés ou pas reconnus. Donc, ils voulaient avoir de la reconnaissance. Donc, elle voulait un peu souligner qu'elle les avait entendus et qu'elle allait être présente et qu'elle voulait être présente pour eux. Donc, c'est pour ça qu'elle est venue du côté de l'Est pour faire cette sortie-là vendredi. Mais quand même, elle a choisi un aréna, oui, dans l'est de Gatineau, mais est-ce qu'il y a un autre message qu'elle désirait passer? Oui, bien, on peut difficilement passer à côté du fait qu'on a un projet d'aréna du côté de l'Est de Gatineau et elle a décidé de venir du côté de l'aréna qui, normalement, devrait être remplacé par ce projet-là. J'ai demandé la question, est-ce que c'est un message qu'elle voulait passer? Elle dit que le message, ce n'est pas pour l'aréna dans l'Est précisément, mais c'est pour les infrastructures. Elle veut parler d'infrastructures. Elle sait qu'il y a des besoins d'infrastructures, en particulier dans les territoires à l'extrémité, là, du côté de l'Est de Gatineau et du côté d'Elmer. Il y a des problèmes différents dans les deux secteurs, notamment dans l'Est. Plusieurs infrastructures sont vieillissantes. Donc, elle veut passer le message comme quoi que ça va être important pour elle et elle va être là pour les écouter, écouter les gens et prendre des décisions du côté des arénas. Et en même temps aussi, elle sait qu'il y a un projet d'aréna qui pourrait être déposé pour une demande de financement par le centre de services scolaires. Elle dit qu'elle est au courant. Il n'y a pas eu encore de grandes discussions sur le dossier, mais ça va devoir venir vite puisque le centre de services doit déposer ça au début décembre. Donc, elle dit que les discussions vont venir là-dessus, mais elle est déjà au courant du dossier et ça va venir rapidement. Alors, on verra si le tout se concrétisera. Yannick Boursier également, le Club Lion de Buckingham organise pour une autre année son déjeuner traditionnel là, pour Noël, pour ramasser des fonds pour les paniers de Noël à remettre aux plus démunis. Oui, effectivement, ça va être le mercredi 8 décembre prochain, donc de 6h à midi au restaurant Le Boc. Donc, comme d'habitude, les gens vont pouvoir venir déjeuner en échange d'un don qui va servir à faire les paniers de Noël, donc pour les plus démunis. Cette année, on espère pouvoir aider entre 300 et 350 familles démunies qui en ont besoin. Avec l'argent amassé, bien sûr, mais aussi, il faut aussi avoir les familles qui s'inscrivent. C'est un autre élément sur lequel le Club Lion tente de mettre l'accent cette année. C'est difficile des fois d'avoir des familles qui s'inscrivent. Les gens ont la crainte, sont orgueilleux un peu. Donc, ils disent, inscrivez-vous, s'il vous plaît, prenez le temps, c'est nécessaire, vous en avez besoin, il n'y a pas une question d'orgueil, allez-y. Et il lance un appel aussi aux gens qui sont de la communauté. Si vous connaissez des gens aussi qui ont besoin, dites-le à un membre des Clubs Lion et ils vont faire les démarches pour essayer d'aider les gens. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est la seule activité organisée par le Club Lion de Buckingham cette année dans le cadre de leur blitz là, de Noël? C'est la seule activité en personne directement, oui. Le reste de la campagne va être beaucoup de la sollicitation auprès des commerçants et des entreprises.
On me dit qu'on veut mettre beaucoup d'efforts de ce côté-là parce que les besoins, on le sait, sont importants. La situation n'est pas facile en ce moment pour les gens avec la pandémie. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'emploi ou qui ont eu des nouveaux emplois avec moins de revenus. Ça aussi, c'est une question qu'on ne pense pas souvent, mais il y a des gens qui ont des nouveaux emplois, mais qui ont moins de revenus. Donc, ils veulent essayer de mettre l'accent là-dessus. Ce n'est pas facile non plus d'aller chercher les entreprises, mais ils veulent miser sur les entreprises qui ont eu du succès parce qu'il y en a eu certains pendant la pandémie. Donc, ils veulent essayer d'aller chercher ces entreprises-là qui ont eu quand même un certain succès pendant la pandémie pour les inciter à donner plus. Toujours dans le domaine des bonnes actions, Yannick, cette année, eh bien, Opération Nez Rouge reprend du service et ça reprendra dès cette fin de semaine, 27-28 novembre. Et il y aura aussi du service dans le secteur de la Basse-Lièvre. Hein? Exact. En fait, c'est principalement Gatineau, l'Ange Gardien ici qui va être touché. On parle aussi de Kentley. En fait, la MRC des Collines particulièrement et du côté de Gatineau qui sont couverts par le service d'opération Nez Rouge qui est service comme d'habitude de raccompagnement. Cette année, donc, ça commence en fin de semaine. Au mois de décembre, ça va être les jeudis, vendredis, samedis jusqu'au 18 décembre. Par la suite, le 23 et le 30-31 décembre. Donc, il va y avoir du service aussi de ce côté-là pour les gens, toujours en échange d'un don volontaire que les gens peuvent donner. Ce don-là va être remis pour la relève sportive. Donc, c'est toujours la Fondation Pat Burns depuis 2-3 ans, je crois, qui s'en occupe. Donc, c'est eux encore. Donc, ils remettent des bourses aux jeunes élèves, aux jeunes sportifs, excusez, plutôt. Donc, c'est ce qu'ils vont faire encore cette année. Ils espèrent amasser 25 000 là, grâce à Opération Nez Rouge pour remettre ces bourses-là aux jeunes athlètes. Oui, alors ça fait partie de l'habitude de remettre ces dons à la relève sportive. Par contre, est-ce qu'il y a des nouveautés pour Opération Nez Rouge en Outaouais? Oui, bien, principalement, je dirais que pour les gens qui veulent être bénévoles, ils vont voir une grande nouveauté. C'est un nouveau site cette année. On sait que Opération Nez Rouge a toujours été du côté de l'île de Hall avec la centrale. Maintenant, c'est Village Place Cartier où que ça va avoir lieu. Donc, les gens vont se présenter là pour faire les équipes et faire le côté administratif avant d'aller de l'avant avec les raccompagnements. Un autre changement aussi, on dit que les bénévoles peuvent commencer à partir de 6 heures parce que les gens vont pouvoir appeler à partir de 7h30 maintenant pour obtenir un raccompagnement, donc beaucoup plus tôt. Donc, la fin de party, notamment, il y avait des parties de bureau qui se rallongeaient le midi, qui se rallongeaient, donc les gens vont pouvoir avoir accès. Et on peut avoir accès aussi à toute l'information sur le nouveau site nezrougeoutaouais.com. Oui, puis on peut aussi télécharger l'application d'Opération Nez Rouge et si on veut un service de raccompagnement, bien, il suffit d'appeler au centre de répartition là, de l'Outaouais. Donc, et Yannick Boursier, toujours encore dans cette lignée de bonnes actions pour la communauté, eh bien, ce sera la guignolée des médias bientôt en décembre. Ça reprend du service en présentiel. Oui. Ce n'était pas le cas l'année passée. Alors, il y aura des gens, des bénévoles aux intersections pour amasser de l'argent. Oui, on se rappelle que l'année passée, à cause de la COVID, ça a été fait du côté virtuel seulement. Donc, cette année, on revient avec des intersections. Ici, du côté de l'Est, c'est toujours l'Ami de l'entraide qui est bénéficiaire de ces sommes-là. On espère ramasser quand même un montant. C'est difficile à dire cette année parce que ça va être des intersections. On a 3 intersections, dont une nouvelle, mais c'est des bonnes intersections. On parle, entre autres, de la Laurentide-Neuville, de l'avenue de Buckingham et d'Épine et de la rue Georges et Filion. Donc, c'est les 3 intersections. La dernière fois que c'était dans les coins de rue, on en avait 4 et on avait amassé à peu près 7 600 $. Donc, on espère être sensiblement dans les mêmes eaux cette année de ce côté-là. Donc, les gens, préparez-vous, c'est le 2 décembre de 6h à 9h. Donc, préparez votre argent. La monnaie, encore une fois, il va y avoir des gens qui vont donner. Et s'il y a des gens qui veulent aussi aider l'Ami de l'entraide, on cherche des bénévoles de ce côté-là, donc pour aller chercher, pour aider à ramasser l'argent au coin de rue ces matins-là. Donc, vous pouvez contacter l'Ami de l'entraide pour essayer d'aider de ce côté-là. Oui. Par contre, si on ne passe pas en voiture là, le 2 décembre, le jeudi 2 décembre au matin, qu'on fait du télétravail, par exemple, mais qu'on souhaite donner quand même à la guignolée des médias, comment on peut faire?
Bien, il y a différents moyens. Il y a le site Internet guignolé.ca qui vous permet d'aller donner aussi. Vous avez à choisir la région de l'Outaouais et donc vous allez donner du côté de l'Outaouais. Ça va être partagé entre les bénéficiaires de l'Outaouais ici. Vous pouvez le faire par texto aussi en textant Noël à 20 222. Donc, ça aussi, c'est une façon de donner. Il y a les amis de la Guignolée qui sont Jean Coutu, Provigo, Maxi, qui acceptent aussi les dons cette journée-là. Et s'il y en a qui veulent aussi donner des denrées non périssables, l'ami d'entraide, après 9 heures, va être à son local pour accueillir les gens qui veulent faire des dons de denrées non périssables du côté de l'ami. Et on sait qu'on en a besoin. Les tablettes sont présentement assez vides un peu partout dans les banques alimentaires. Absolument. Alors, comme tu le disais, Yannick, c'est le temps de préparer son argent sonnant, son argent papier pour le 2 décembre, jeudi. Merci, Yannick Boursier. À bientôt. Merci à toi. Bonne journée. On vous en a parlé il y a quelques semaines à cette émission qu'il pourrait y avoir des fouilles archéologiques à Buckingham. Et moi, j'ai voulu en savoir davantage, vraiment comprendre l'importance de ces fouilles. Alors, on a rejoint l'archéologue André Miller. Je l'ai avec moi. Bonjour. Bonjour. André Miller, ces fouilles, elles seront faites au parc du Landing à Buckingham et pourraient être faites à l'été 2022, alors ça s'en vient. Pourquoi cet emplacement est intéressant pour des fouilles archéologiques? Pourquoi ce ne serait pas, par exemple, le parc McLaren, pour dire quelque chose? Eh bien, parce que le parc du Landing, ce qu'on appelait le débarcadère aussi en français, c'est un endroit qui était occupé vers 1855 jusqu'à 1865, mais en fait, c'est assez simple. Il y avait un village à cet endroit-là et aujourd'hui, il n'y a qu'un parc et des espaces vides. Et donc, des structures datant du 19e siècle, là, 1855 et plus, jusqu'à 1916, cet endroit-là était occupé par des milliers d'habitants et des centaines d'habitations. Et pourquoi aujourd'hui, on ne retrouve plus rien de ce village? Vous dites qu'il y avait un village, là? Oui, en fait, le landing, c'était l'endroit où la plupart des gens qui travaillaient dans les mines et dans l'industrie de la foresterie, dans la Haute-Gatineau, si on peut dire, à partir de Notre-Dame-de-la-Salette, ils pouvaient prendre un bateau et descendre jusqu'à Buckingham, au débarcadère. Et pourquoi il n'y a plus rien? Eh bien, parce que avant 1970, les municipalités n'avaient pas besoin de déclarer s'ils défaisaient une partie de la ville, etc., ou les bâtiments qui étaient en place. Et sur des photos anciennes avec la Société d'histoire de Buckingham, depuis longtemps qu'on regarde ces photos-là, on voit tous ces bâtiments-là qui étaient sur place, qui aujourd'hui n'est qu'un parc vide et une marina, évidemment. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver si on fait les fouilles à l'été 2022, selon vous? Selon moi, dans les premières couches d'occupation, on pourrait retrouver du matériel relatif à l'archéologie industrielle. En fait, toutes sortes de matériaux qui pourraient nous indiquer quel type de bâtiment, mais aussi quel type de niveau social, je dirais, cette population-là avait aussi, parce qu'on pourrait retrouver de la vaisselle, des ustensiles, des chaussures, toutes sortes de choses dans le sol. En fait, quand on arrase une section comme ça pour faire un parc par la suite, on enlève tout ce qui est en surface, mais tout ce qui est dans le sol, la plupart du temps reste là. Et tant mieux pour les archéologues, ça nous fait du travail pour l'avenir. Mm-hmm. Donc, vous dites qu'on pourrait trouver de la vaisselle de cette époque industrielle. Donc, j'imagine que c'était l'industrie forestière, l'industrie minière. Il y avait des gens qui étaient là, il y avait un village, comme vous disiez. Par contre, est-ce qu'on pourrait trouver même autre chose qui daterait d'encore plus loin que l'époque industrielle? En fait, le landing ou le débarcadère de Buckingham, j'aime bien apporter les deux variations de langage ici sont importantes. Aurait pu servir depuis plus longtemps que la période industrielle. Avant même la période industrielle dans la région, il y avait une occupation sur la rivière de la Lièvre.
Et cette occupation pourrait être millénaire aussi, mais pour l'instant, notre but des fouilles de 2022, ce sera de documenter les vestiges laissés au moment de l'occupation du débarcadère par les industries minières et forestières. C'est vraiment plus la certitude que vous avez pour le moment. Pour ce qui est des artefacts peut-être préhistoriques, ça, ce sera une autre histoire, un autre objectif peut-être plus tard. Expliquez-nous comment ça va fonctionner, ces fouilles. En fait, la collaboration avec la Société d'histoire de Buckingham et de M. Michel Riberdy, je veux dire, je l'ai laissé tomber le nom, mais c'est fort important. Depuis plusieurs années, on regarde à un endroit où on pourrait effectuer des fouilles publiques. Donc, inviter le public à venir faire des fouilles avec nous. Et à ce moment-là, ces fouilles-là seront supervisées par moi, archéologue, licencié également, ayant une licence en archéologie. Donc, c'est une première chose à faire, c'est de faire une demande de licence ou de permis de recherche archéologique au Québec. Mais ensuite, toute la méthodologie qui va s'appliquer, tout dépendant le nombre de personnes qui vont venir faire les fouilles avec nous ou qui vont observer les fouilles avec nous, ça peut déterminer, ça va aider à déterminer quelle ampleur auront ces fouilles. La dimension, autrement dit, des fouilles, parce qu'on dit des fouilles, on ne fouillera pas partout. On va fouiller dans un secteur particulier où on voit des bâtiments sur les photos anciennes. Et également, la méthodologie employée, ça va être séquentiel, comme habituellement en archéologie. On va commencer par le dessus, puis on va descendre les différentes couches qui sont dans le sol. Ça pourrait être quoi la superficie de fouilles? On pourrait atteindre 2 mètres carrés, donc 2 mètres par 2 mètres, ce qui fait un assez grand espace de fouille pour plusieurs fouilleurs. Mais habituellement, pour un archéologue comme moi, 1 mètre carré, c'est suffisant pour moi. D'ailleurs, on fouille toujours quand il y a des fouilles en mètres carrés pour ensuite établir ce qu'on appelle un grillage, là, une grid. Et tout ça aussi doit être géoréférencé autant en X, en Y et en Z. Z étant la profondeur, X, Y, selon les données géographiques du parc du Landing. Tout ça n'est pas aléatoire. Non. Non, absolument pas. Les fouilles en archéologie, c'est très sérieux dans le sens qu'on doit obtenir aussi les coordonnées géographiques pour remettre dans l'espace, si on prend des objets dans le sol, savoir de quelle profondeur ils viennent, etc. Et donc, toute la méthodologie pour la fouille sera détaillée avant de faire la fouille. Et vous nous dites que donc il pourrait y avoir des gens du public qui vous joindraient dans ces fouilles. Puis j'imagine que ça va influencer donc la superficie. S'il y a 20 personnes qui veulent se joindre, vous allez vous ajuster. Là. Vous ne ferez peut-être pas juste une superficie de 2 mètres carrés. Oui, en fait, ce qu'on suggère aussi pour les archéologues, c'est d'avoir environ 4 à 5 personnes par archéologue. Et si on a suffisamment d'inscriptions, des gens qui veulent se joindre à nous, ben, on verra en fonction, il y aura des assistants ou d'autres archéologues avec moi pour faire les travaux, parce que ça demande beaucoup de détails et de précision et d'encadrement pour faire ces fouilles-là. Et j'aimerais mentionner, puisque je crois deviner votre question, ça sera fait au mois d'août 2022 dans le cadre du mois de l'archéologie. Oui. Combien de temps il pourrait prendre ces fouilles? En fait, nous ne nous étalerons pas sur des semaines. Nous allons fouiller une journée de temps avec la logistique que ça demande, mais également aussi le temps de rapports, de recherche, etc., qui sera effectué par la suite. Si on a évidemment des artefacts, il faudra faire quelques recherches aussi à cet égard. Alors, ce que je comprends, c'est comme une pré-fouille archéologique, c'est-à-dire si vous trouvez quelque chose, peut-être que ça vous mènera à demander un autre permis pour avoir droit de faire des fouilles sur une plus longue période de temps. Exactement. En fait, c'est préliminaire, si on peut appeler ça, mais c'est une fouille, de reconnaissance qu'on veut faire. C'est de savoir si on a un secteur vraiment qui est assez riche pour faire des fouilles. Ce n'est pas nécessairement moi qui va faire les fouilles dans le futur, on ne sait jamais, mais c'est pour permettre de dire, OK, si on a un site à cet endroit-là bien défini,
on va obtenir un code Borden. Oh, grosse question. Un code Borden, c'est un code de localisation d'un site archéologique. Et par la suite, d'autres chercheurs qui seraient intéressés par le patrimoine industriel ou le patrimoine, je dirais, religieux ou peu importe, là, ben, ils pourraient revenir sur le site et dire, ben, voici, M. Miller, il a commencé les fouilles, voici les résultats et on va continuer dans ce sens-là. Alors, c'est presque assuré qu'il y aura des fouilles archéologiques à Buckingham, mais ce qu'il faut d'ici là, c'est un permis de la Ville de Gatineau et un permis de recherche archéologique également du ministère de la Culture et des Communications. André Melleux, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et on termine l'émission avec Sandra Mathieu. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ben, ça va assez bien. Sandra, aujourd'hui, tu nous parles de stations de ski parce que ils commencent à ouvrir les stations de ski. Oui, et puis en fait, en plus, quelle bonne nouvelle, on nous annonce un hiver froid et enneigé. Quoi demander de plus? Donc, ça a été un plaisir là, pour le dernier numéro de la presse touristique de faire une entrevue avec l'Association des stations de ski du Québec. C'est toujours le fun de voir les nouveautés, les investissements qu'il y a dans nos stations au Québec et puis dans l'Outaouais, évidemment. Ce qu'il y a d'intéressant que j'ai découvert, en fait, c'est que manège.ski, qui est le site officiel de l'association, maintenant, on peut trouver en un clic où on a reçu plus de 10 cm de neige dans les derniers 24 heures. Fait que là, on va pouvoir vraiment aller à la chasse aux centimètres de neige. Comment? On va pouvoir aller à la chasse aux meilleures pentes, là où il y a le plus de neige. Exactement. Donc, ça, c'est génial. Puis aussi, on va pouvoir aller voir où il y a des pistes d'ascension dédiées à la rando alpine, donc qui est une activité de plus en plus prisée. Puis donc, pour en revenir à l'Outaouais, il y a le Mont-Sainte-Marie qui a investi plus d'1 million de dollars là, pour la prochaine saison de ski. Donc, on parle d'une bonification de l'expérience, autant au niveau de l'élargissement des pistes, dont la piste Dunton Cook. On a l'installation et l'amélioration du système d'enneigement, donc ça, de plus en plus important, on le sait, là, avec les changements climatiques. Il y a aussi une dameuse de plus pour tout ce qui est les pistes de pente forte, puis une installation d'un tapis roulant pour les enfants puis les débutants. Donc ça, c'est super parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de néophytes là, qui s'élancent sur les pistes puis dans les sports d'hiver. Donc, des belles nouvelles là, pour le Mont Sainte-Marie. Oui, puis le Mont Sainte-Marie, pour spécifier un peu, là, ça se situe à 1 heure de Gatineau vers Maniwaki, mais on n'a pas à se rendre jusqu'à Maniwaki quand même. Puis, tu nous parlais de rando alpine tantôt. Peux-tu nous expliquer un peu plus c'est quoi? Parce qu'il y a peut-être des gens là, qui ne savent pas c'est quoi en fait. Absolument. Donc, la rando alpine, ça fait quelques années que ça a la cote. En fait, il s'agit de monter la pente par sa propre énergie. Donc, on ne prend pas le remont de pente à ce moment-là. On monte avec des skis un petit peu plus larges que des skis alpins et avec des pots synthétiques en dessous. Donc, on monte la montagne. Donc, il y a des pistes d'ascension qui sont dédiées justement pour la sécurité, évidemment. Puis ensuite, une fois en haut, eh bien voilà, on enlève les pots et on dévale les pentes, que ce soit les pentes là, régulières ou il y a des pentes dédiées là, plus dans la neige folle, comme on dit. Donc, vraiment une belle activité. Il y a plusieurs stations là, qui font la location pour qu'on puisse l'essayer. Il y a des sorties guidées aussi. Donc, à essayer, moi, je l'ai essayé l'année passée. J'ai adoré et je récidive cette année. Absolument. Une autre belle activité à faire l'hiver, c'est le traîneau à chiens. Et à Gatineau, en fait, plus dans la région du Pontiac, dans l'Outaouais, il y a Escapade Oskimo qui offre des belles escapades, donc en chien de traîneau. Tu veux nous faire découvrir cette entreprise, hein? Oui, en fait, c'est une super belle entreprise. Là. Notre chroniqueur Vaolo pour la presse touristique a fait un topo là, sur cette entreprise familiale, en fait. Donc, Sylvain, qui est le propriétaire avec toute sa famille, c'est un musher. Donc, un musher, il faut savoir que c'est
c'est dans le fond un guide de chien de traîneau. Donc, lui qui a tout appris de son oncle. Donc, sa conjointe, ses 2 enfants sont impliqués dans l'entreprise qui a été fondée là, en 2007. Super belle entreprise humaine. On apprend vraiment beaucoup là-bas sur les chiens aussi, les nourrir, le traitement des chiens. C'est vraiment une belle entreprise, une belle culture, des valeurs incroyables. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans les différentes entreprises de plein air, c'est découvrir les humains derrière l'entreprise. Puis là, dans ce cas-là aussi, les chiens. Donc, il y a moyen, en plus de l'excursion, là, de dormir sur place dans un des hébergements là, qui ont un charme assez rustique. Donc, poêle à bois, cuisine complète. On pourrait appeler ça du glamping. Donc, vraiment, à découvrir, c'est à Otter Lake. Donc, allez-y sans tarder. Puis si vous voulez en savoir plus, bien, vous pouvez aller voir le site web là, de la presse touristique.ca puis lire le beau texte de notre collaboratrice sur le sujet. Oui. Puis en terminant, tu veux aussi nous parler de quelques attraits de Chelsea. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à Chelsea à découvrir? En fait, Chelsea, moi, je suis allée découvrir, j'adore aller à Chelsea déjà, là, je dois le dire, mais j'ai découvert les lofts du village, donc super bel hébergement. Donc, loft tout équipé avec une cuisine complète, vraiment chouette comme endroit, à distance de marche du Nordique. Donc, évidemment, on est obligé d'aller faire un petit tour au Nordique. Un endroit incroyable aussi pour tout ce qui est des rituels, les rituels de sauna et de spa. Donc, j'adore cet endroit. Mais ce qu'il y a de nouveau, en fait, à Chelsea, c'est qu'il va y avoir une distillerie artisanale. Donc, on nous dit à l'été 2022. Donc, excellente raison encore de se déplacer. Donc, la construction là, devrait débuter là, à gauche, en fait, du pub Chelsea. Et puis, on nous promet aussi à l'intérieur de la distillerie un salon de dégustation. Puis, ce qui est bien intéressant, c'est une salle d'exposition pour tout découvrir l'histoire de Chelsea. Puis aussi une salle locative au 2e pour des événements. Fait que je pense que ça va vraiment être un super endroit. Donc, les distilleries, hein, ils ont vraiment la cote. Ces jours-ci, oui, vraiment, le vent dans les voiles, ça pousse comme des champignons au Québec particulièrement. Fait que tant mieux, on pourra en découvrir une nouvelle. Puis tu nous parlais des lofts, du loft du village, justement, mais il y a des nouvelles unités qui s'en viennent pour le loft? Oui, en fait, vraiment une vingtaine de nouvelles unités. Autant, il va en avoir pour habiter dedans, mais il va en avoir aussi du côté locatif. Donc, ça va être vraiment un bel endroit, en fait, pour séjourner, pour aller tout découvrir. On le sent, les restaurants à Chelsea, le parc de la Gatineau, il y a vraiment de quoi s'amuser. Il y a aussi des belles petites boutiques. Donc, vraiment, moi, j'adore ce petit coin-là, là, je l'avoue. Donc, ça va être une belle façon de redécouvrir notre Old Chelsea. Oui, bien merci pour tes idées, Sandra Mathieu, encore une fois. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, téléspectateurs, d'avoir été là. Et si vous avez manqué certaines émissions, bien, tout simplement, rendez-vous sur notre chaîne YouTube TVC Basse-Lièvre. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.